Ça y est, Bachar el-Assad est tombé de son trône de leader de la République arabe syrienne. Lui et son père Hafez el-Assad ont dirigé d'une main de fer ce pays multiculturel et historique du Moyen-Orient, avant donc de finalement tomber en décembre 2024. On est une dizaine de jours après la libération de Damas, et on va soulever plusieurs questions dans cette vidéo. Pourquoi la dynastie El-Assad a aussi brusquement chuté, après quand même 53 ans de règne? Qui sont les nouveaux hommes forts du pouvoir syrien? Quels sont les pays gagnants et perdants de ces changements politiques en Syrie? Et surtout, est-ce que l'on doit se réjouir de la chute du régime de Bachar el-Assad, ou plutôt s'inquiéter de la prise de pouvoir des islamistes? Bienvenue dans la Géozone. Aujourd'hui, on va se pencher et étudier de façon la plus accessible possible la situation actuelle en Syrie. Avant de parler plus en détail de la prise de pouvoir des rebelles dans cette région hyper stratégique du Moyen-Orient, je pense qu'il est important de parler de la Syrie et de son histoire pour comprendre pourquoi la chute du régime de Bachar el-Assad est vécue comme une véritable libération. Terre à l'histoire richissime, la Syrie a vu passer tous les plus grands: Phéniciens, Perses, Grecs, Romains, Ottomans, Byzantins, Arabes, nous laissant des cités millénaires comme l'iconique ville de Palmyre. Après avoir été sous mandat français de la Société des Nations, indépendance en 1946 et début d'une forte instabilité avec des coups d'État qui s'enchaînent et une tentative de fusion avec l'Égypte sous le nom de République arabe unie de 1958 à 1961. En 1970, arrive au pouvoir le premier chaînon de notre histoire, Hafez el-Assad. Faisant partie de la liste très sélecte des 22 dictateurs du siècle, avec Staline, Hitler, Pol Pot et Kadhafi, rien que ça, Hafez el-Assad est membre du Parti Baas, un mouvement socialiste, pan-arabe et laïque présent en Irak et surtout en Syrie. Bon, le père el-Assad coche toutes les cases du bon dictateur. Verrouillage de la sphère politique, avec des référendums où il est le seul candidat, culte de la personnalité, avec glorification de son image, et surtout, massacre de ses opposants, surtout l'organisation des Frères musulmans, avec le massacre d'Hama en 1982, où entre 10 000 et 40 000 civils perdront la vie. Homme violent et répressif, Hafez el-Assad luttait également contre le sionisme, l'impérialisme américain, et le communisme. Il s'éteint en 2000, Jacques Chirac déclarant à ses funérailles qu'il a marqué l'histoire pendant 3 décennies, même si je suis pas sûr que ce soit de façon très positive. C'est son fils Bachar el-Assad qui reprend le flambeau. Étonnant, dans une soi-disant république d'ailleurs, poursuivant la politique socialiste, pan-arabe et surtout répressive de son père, se créant un noyau dur de soutien dans la nouvelle classe moyenne syrienne, ainsi que chez les minorités ethniques du pays, comme les Druzes, les chrétiens ou encore les alaouites, dont il fait partie, puisque la Syrie reste un état laïque, ce qui les rassure pas mal. Sauf que sa politique l'enrichit lui et ses copains riches. Donc, l'économie syrienne coule à pic et c'est le début de la guerre civile syrienne. À ce moment-là, on est en 2011, dans la période des printemps arabes. Des manifestations pacifiques contre le régime d'Al-Assad ont lieu à Homs et à Damas, demandant explicitement son départ pour permettre un renouveau à une Syrie en crise. Mais Bachar n'en reste pas moins un dictateur. Donc l'armée tire sur les manifestants, ils sont emprisonnés et torturés, et Al-Assad donnera même l'ordre de bombarder sa propre population avec du gaz sarin. Fin 2014, on est déjà à plus de 200 000 morts selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, et aujourd'hui, Bachar el-Assad est sous mandat d'arrêt international pour crimes contre l'humanité. Cependant, et malgré son extrême cruauté, Bachar el-Assad arrive à se maintenir au pouvoir grâce à l'appui de ses alliés. La République islamique d'Iran, par le biais de nombreuses milices chiites, Bachar étant lui-même chiite, et la Fédération de Russie, avec des bombardements ciblés sur les rebelles. Faut dire que les deux ont tout intérêt à voir Bachar rester au pouvoir. Les Russes ont des bases militaires sur la Méditerranée en Syrie, à Tartous par exemple, tandis que la Syrie d'Al-Assad fait partie de l'Axe de la Résistance, mouvement chiite et bassiste pro-iranien, permettant aussi le déploiement et la livraison d'armes au Hezbollah libanais. Malgré ce maintien au pouvoir d'Al-Assad, ces soutiens ne contrôlent pas l'intégralité du pays, comme vous pouvez le voir sur cette carte datant de septembre 2014. La Syrie se morcelle et est aux mains des groupes rebelles en vert, dont l'armée syrienne libre et le Front révolutionnaire syrien, les Kurdes au nord du pays, en jaune, avec l'YPG qui souhaite toujours la création d'un État kurde indépendant, et surtout l'État islamique qui profite de l'instabilité pour s'installer largement dans le pays. Cependant, le règne sans partage du clan El-Assad prend fin en décembre 2024 et le bilan est terrible. Sur ces 50 années de tyrannie, on compte entre 500 000 et 1 million de morts, avec également 12 millions de déplacés. Mais comment un pouvoir aussi fort qui dure depuis un demi-siècle a-t-il pu s'effondrer en 2 petites semaines? En fait, le régime d'Al-Assad est bien tombé en 2 semaines, mais les causes de cette chute sont beaucoup plus profondes. Tout d'abord, le pilier d'une dictature, c'est l'armée, qui se doit d'être ultra fidèle et prête à tout pour protéger son leader. Sauf que les militaires syriens, sous-payés et souvent contraints de s'engager dans l'armée, n'ont pas envie de mourir pour un mec qui a potentiellement bombardé leur famille, ce qui fait que les rebelles ont pu rapidement gagner du terrain
sans rencontrer la moindre résistance. Autre point très important, c'est que Bachar el-Assad a perdu le soutien de ses alliés. Faut dire que la Russie est très occupée par la guerre en Ukraine, donc compliqué de renvoyer des avions à Bachar, comme en 2012, tandis que l'Iran a essayé de le sauver, mais il était déjà trop tard. Et tout ça, c'est en partie grâce à la Turquie d'Erdogan. En fait, la veille de la chute de Bachar, les ministres des Affaires étrangères russes, turcs et iraniens se sont entretenus à Doha au Qatar et la Turquie a affirmé avoir convaincu les deux alliés du régime syrien de ne pas intervenir. Bon, c'est aussi à cause d'une lassitude de la dictature d'Al-Assad et surtout parce que, vu la puissance de la révolution, ils savaient déjà que Bachar était condamné et donc que ça ne servait à rien de lancer un plan d'urgence pour le sauver. D'ailleurs, la Russie a évacué en prévision une grande partie du matériel, des avions et des navires de leur base syrienne. Bachar el-Assad s'est réfugié avec sa famille en Russie, selon plusieurs médias russes, et a prévu, selon une rumeur, de redevenir ophtalmo et de reprendre une vie normale. À croire que de boucher de Damas à ophtalmo de Moscou, il n'y a qu'un pas. Tous ces éléments cumulés ont fait que le régime dictatorial syrien a rapidement périclité, laissant maintenant place à une coalition rebelle. Cette coalition est menée par le groupe Hayat Tahrir al-Sham, l'Organisation de libération du Levant en français, aussi appelée HTS. Le nouvel homme fort de la Syrie, c'est donc le leader d'HTS, Abu Mohamed al-Joulani. Et on va dire que son CV et celui de son organisation font un peu peur en Occident. HTS est né de la fusion de plusieurs groupes, dont le front Fatah al-Sham, aussi appelé Front al-Nosra, qui était surnommé Al-Qaïda au Levant. Ouais, al-Joulani lui-même est un ancien membre d'Al-Qaïda, de l'État islamique et d'Al-Nosra. Autant dire que quand on voit ces allégeances successives, on ne peut qu'être dubitatif sur l'avenir de la Syrie. Mais la situation est beaucoup plus complexe que ça, et il ne faut pas uniquement s'arrêter à son CV, puisque al-Joulani et HTS ont rompu tout lien avec Al-Qaïda en 2016, se détournant d'un djihadisme dit global pour se concentrer sur la libération de la Syrie du joug de Bachar el-Assad. Faut savoir faire la distinction entre HTS et les talibans ou encore l'État islamique. La révolution syrienne qui a fait chuter al-Assad n'est pas causée par le déploiement d'une armée extérieure ou par des miliciens endoctrinés venant d'Occident, même s'il y en a quand même, on est d'accord. C'est surtout une révolution menée par les Syriens eux-mêmes. Ok, HTS est la tête de proue des révolutionnaires, mais ils ne sont pas seuls. Armée syrienne libre, Front révolutionnaire syrien et même des milices non musulmanes comme des Druzes ont participé à la chute du régime. Suffit de voir les scènes de liesse à l'annonce de la chute du régime de Bachar el-Assad pour se rendre compte que l'espoir renaît enfin dans un pays où 90% des gens vivent sous le seuil de pauvreté, et ceci, qu'importe la religion ou l'idéologie. Les statues d'Hafez el-Assad sont déboulonnées, les portraits de Bachar sont piétinés et brûlés, le palais présidentiel est incendié et pillé, tout comme ses villas. Mais la chute du régime de Bachar el-Assad est-elle si positive pour le peuple syrien? Bah oui, encore une fois, le passé d'HTS ne passe pas inaperçu, et on peut légitimement se demander si on ne va pas passer d'une dictature panarabe laïque à une dictature cette fois-ci musulmane avec instauration de la charia par exemple. Alors difficile de rentrer dans la tête des leaders d'HTS et dans celle d'al-Joulani, mais on peut quand même avoir un début de réponse en regardant la province d'Idlib, dans le nord-ouest de la Syrie. Ici, c'est HTS qui fait sa loi depuis 2017. Et la situation y est plutôt bonne dans un pays en proie aux crises successives. Les habitants ont de l'électricité, de l'eau, Internet, les magasins sont ouverts, les femmes se promènent sans risque. Alors, on n'est pas sur le front avec l'État islamique non plus, mais la gouvernance d'HTS est plutôt une réussite, permettant également la liberté de culte aux non-musulmans avec la reconstruction des églises chrétiennes, même s'ils n'ont pas le droit au crucifix et au carillon, appuyant bien sur le fait qu'ils ne veulent pas faire comme Al-Assad en confisquant le pouvoir pour une seule communauté, mais l'ouvrir à tous les Syriens. Alors, il y a indéniablement un conservatisme islamique fort dans les rangs d'HTS, mais absolument pas de mise en place de la charia. Sur les photos que je vous montre d'Idlib, on voit beaucoup de femmes voilées, mais c'est juste traditionnel dans cette région de Syrie, HTS n'imposant aucun code vestimentaire aux femmes, tandis que les membres d'organisations terroristes sont tout simplement traqués et emprisonnés. Cette forme de normalisation se retrouve aussi dans les discours d'al-Joulani. Fini les vêtements religieux et les turbans, on le retrouve maintenant souvent en treillis militaire lors de ses prises de parole. Ces derniers sont d'ailleurs plutôt maîtrisés et lisses, très loin d'attiser la haine intercommunautaire ou contre les Occidentaux, ce qu'il aurait peut-être fait au sein d'Al-Nosra. Cependant, il n'en reste pas moins un conservateur, et ses discours ainsi que sa gestion d'Idlib sont peut-être juste là pour légitimer son régime et rassurer les Occidentaux. Pour finir, on va se demander qui sont les gagnants de ce changement de régime politique en Syrie. Le grand gagnant, on l'a déjà évoqué, c'est la Turquie. Même si cette révolution est celle des Syriens avant tout, le gouvernement turc a financé certains groupes rebelles, comme l'armée nationale syrienne. Faut dire que depuis le blocage de l'adhésion turque à l'Union européenne, Erdogan s'est tourné vers le Moyen-Orient, menant une doctrine politique néo-ottomaniste, en étendant son influence au Levant
et surtout chez son voisin syrien. Puis la Turquie avait deux objectifs: que les réfugiés syriens sur son sol rentrent chez eux, ce qui représente 3,2 millions de personnes, dont beaucoup se sont d'ailleurs massés aux frontières à la chute du régime de Bachar, ainsi que de neutraliser les velléités d'indépendance kurdes, Ankara considérant l'YPG comme un mouvement terroriste. Aujourd'hui, les Kurdes contrôlent toujours une bonne partie de la Syrie, s'étant longtemps battu contre l'État islamique, mais dès la prise de pouvoir d'HTS, des combats ont commencé entre les deux camps. Donc la situation n'est clairement pas stabilisée dans le pays et les Kurdes vont sûrement encore rester sur le carreau. Un autre pays qui profite de la situation en Syrie, c'est Israël. Faut savoir que la Syrie et Israël se disputent âprement le plateau du Golan. Israël profitant de la situation actuelle en Syrie pour y étendre un peu plus son influence. Puis la fin d'un pouvoir chiite proche de l'Iran risque de couper un peu les pattes du Hezbollah, même s'il y a très peu de chances que HTS signe un accord de paix avec Israël. Et y a-t-il des pays perdants dans cette histoire? Bien sûr, les deux alliés du régime de Bachar el-Assad, la Russie et l'Iran. La Russie va très certainement perdre ses bases militaires en Méditerranée, montrant également à la communauté internationale qu'elle est affaiblie et en galère, ce qu'a dit Trump d'ailleurs le 8 décembre. S'ils avaient les moyens de leurs ambitions militaires, ils auraient sûrement sauvé la tête d'un allié historique depuis l'époque soviétique. L'Iran, quant à elle, perd un allié de poids dans la région, réduisant l'impact de ses menaces d'attaque sur Israël et réduisant également la force et l'approvisionnement du Hezbollah. La fin des exactions du régime al-Assad ont permis d'ouvrir la porte à un petit espoir de voir une paix durablement s'installer dans un pays qui est embourbé dans une guerre civile depuis plus de 13 ans. Cependant, HTS et les Syriens sont face à un défi immense: reconstruire le pays, ce qui va coûter plusieurs centaines de milliards de dollars. Est-ce que ce redressement passera par l'instauration d'une démocratie, aux élections ouvertes, ou par la mise en place d'un régime totalitaire islamiste? On ne le sait pas encore. Est-ce que les Occidentaux accepteront la prise de pouvoir d'HTS? On ne le sait pas non plus. Mais la seule chose dont on est certain, c'est que les Syriens ont enfin le droit de croire en un avenir meilleur, ce qui n'était plus le cas depuis les années 70. J'espère que cette vidéo, expliquant tout ce qui se passe actuellement en Syrie, vous aura permis de mieux comprendre la situation de ce pays exceptionnel en proie aux crises depuis un demi-siècle. Petit rappel d'ailleurs, tout ce que je vous ai dit et présenté dans cette vidéo est sourcé et présent dans la description. Et si j'ai oublié quoi que ce soit, n'hésitez pas à le rajouter en commentaire. N'hésitez pas à me dire également ce que vous imaginez pour le futur de la Syrie. J'ai hâte de vous lire. Si jamais la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de l'aimer et de vous abonner à la Géozone, c'est totalement gratuit, ainsi que de venir me suivre sur mes réseaux sociaux et de venir me voir en live sur Twitch 2 fois par semaine. Nous, on se retrouve en 2025 pour plein de nouvelles aventures dans la Géozone. Ciao!